Donc, bonjour, bienvenue à tous pour cette deuxième conférence sur la vague de l'année. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Simon Deguire qui est avec nous ce midi pour parler en gros de physiologie, mais vraiment de développement de toutes les filières énergétiques. Bon, je l'ai appelé Est-ce qu'on entraîne vraiment ce qu'on veut entraîner? Je vais laisser Simon, il parle vraiment de l'adaptation en physiologie, donc un titre un petit peu plus précis, mais on va parler évidemment des bases de la des bases de la physiologie, les différentes filières énergétiques, mais surtout aussi, vous voyez que je suis dérangé par le son présentement. En fait, je suis à bord du train, petit mea culpa, je suis à bord du train présentement en direction de la compétition à OGI à Toronto. Donc, rapidement, je vais me mettre en sourdine pour ne pas être dérangé. Je vais vraiment laisser toute la place à Simon. Donc, petit mea culpa pour mon son. Puis je vais essayer de ne pas déranger tout le monde ici en parlant trop fort. Donc, Simon, qui est avec nous aujourd'hui, à la base, bon, physiologiste, qui a travaillé avec plusieurs équipes professionnelles, notamment au hockey aussi, a travaillé ça fait quelques années déjà qu'il travaille en natation. Depuis l'année dernière, l'entraîneur aussi au centre de haute performance au CHPQ, au Stade olympique, a participé à ses premiers Jeux para à Paris euh, à l'été dernier, donc c'est en septembre dernier. Euh, donc, Simon, je vais te laisser plus te présenter, plus introduire le sujet d'aujourd'hui. Donc, bonne conférence à tous. Ça me fait plaisir de te recevoir avec nous aujourd'hui. Merci Yannick pour l'intro. Je pense que c'est un super bon résumé quand même de mon parcours. Donc oui, clairement une base dans la physiologie de l'exercice, puis depuis 2 ans, là, tranquillement le parcours a plus migré vers le coaching. Donc euh, je pense que ce qui va peut-être aussi vous parler en l'espérant, c'est aussi que je suis non seulement physiologiste, mais je connais aussi très bien le terrain. Donc, tu sais, j'ai coaché moi-même, je coach aussi. Donc, le but, c'est que ça fasse peut-être un meilleur lien aussi avec vous, que ce soit pas juste des choses qu'on voit, disons, dans les livres ou dans la théorie, mais qui soient peut-être connectés un peu moins avec les entraîneurs ou les gens qui sont sur le terrain. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de voir un peu base fondamentale du développement de l'athlète, qu'on parle de qualité énergétique un petit peu plus. Donc, il y a quand même certaines choses que je veux juste qu'on s'assure de tu sais, de juste que tout le monde on a le même niveau, disons, pour que après dans les conversations futures, ça soit juste une petite affaire plus facile pour s'assurer qu'on a le même langage. Puis juste en fait de se rafraîchir la mémoire si, mettons, vos cours PNCE datent d'il y a, disons, quelques années. Je pense que c'est jamais une mauvaise chose de juste ramener un petit peu de théorie, faire travailler un petit peu avec quelques exercices. Puis vers la fin, ce que je veux vraiment vous amener, c'est le volet individualisation, qui, à mon avis, est quelque chose que, surtout en natation, doit se développer un petit peu plus. Donc, je vais essayer de vous amener un peu de pistes de solutions, vous faire comprendre un peu peut-être votre position, vous faire réfléchir un peu sur votre propre programme d'entraînement, votre propre vision aussi. Voilà, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais partir de la présentation. Si jamais vous avez des questions, allez-y soit par le chat ou très honnêtement, je suis vraiment très à l'aise. Vous ouvrez au micro, posez votre question. À la nuit, je finis mon idée, puis après, je vous laisse la parole. Donc, ça va peut-être être un petit peu plus collaboratif comme ça que juste super formel. Donc, je vous laisse ouvrir votre micro quand vous le sentez le besoin. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit l'écran? Parfait. Donc, base fondamentale, qualité énergétique, individualisation. Euh, Par rapport, si on veut, on va commencer vraiment avec la base avant même de parler de qualité énergétique et tout ça. Juste faire un résumé un peu de ce que la littérature nous dit par rapport au développement de l'athlète. Donc, quand est-ce qu'on doit mettre l'emphase sur différentes qualités physiques, à quel moment? Donc, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, tu sais, je ne sais pas exactement avec quel genre de groupe d'athlètes puis quels âges vous travaillez, mais j'imagine d'entre vous entre peut-être des 10 ans jusqu'à des âges adultes, des 18 ans. Donc, euh, ce qu'on voit clairement, vous le voyez aussi avec vos athlètes, on a des maturations différentes entre les gars et les filles. Donc, on a des niveaux de maturation qui sont différents. Donc, clairement, ici, on voit sur la gauche la maturation des garçons, sur la droite, les filles. Donc, on peut voir que les filles, généralement, maturent plus vite. Euh, Par contre, même là, on va déjà amener le concept d'individualisation, mais on va avoir des gens qui vont maturer aussi plus vite et plus tard à travers même justement les deux sexes. Donc, clairement, des choses à penser. Donc, par rapport à l'âge chronologique, il y en a qui vont maturer plus rapidement, donc des espèces de early mature qu'on va appeler. Puis il y en a qui ça va être des gens qui vont arriver un petit peu plus tard. Donc, c'est tout à fait normal, mais c'est à garder en tête lorsqu'on a un groupe d'athlètes, surtout genre, je dirais entre tu sais, 10, 16 ans.
il peut y avoir quand même un groupe très, très hétérogène, justement dû à la maturation physique. Donc, si on parle un petit peu plus, disons, du schéma, c'est un papier qui date de 2012, donc ça fait quand même un bon bout de temps. C'est pas un sujet qui a été autant, disons, étudié dans les dernières années. Par contre, c'est justement toujours un sujet de l'heure avec des bases qui sont quand même assez fondamentales. Puis à la fin, on va faire un petit résumé. Mais ce que je veux qu'on regarde ici, c'est, disons, les premières 10 années. Donc là, on a le modèle pour les filles. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous voyez l'âge chronologique, ensuite là, les espèces de périodes, si on veut, donc appelées avec l'adolescence, etc. On a l'espèce de la croissance ou le rythme de croissance, puis on a les adaptations physiques, les qualités physiques, puis il y a une petite portion après que je vais vouloir qu'on regarde ensemble. Le but, c'est de voir, plus, disons, les écritures sont grosses et en gras, l'emphase va être davantage mise à ces endroits-là, à ces moments-là. Donc, ce qu'on voit très rapidement d'un premier coup d'œil, c'est préadolescence, ou disons l'espèce de PHV ici, c'est le peak height velocity, donc c'est le moment où si on veut, la taille va grandir le plus vite. Donc on regarde avant ça, puis on va regarder après. Donc si on regarde avant, clairement ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'un peu de tout. Puis là, ben, l'emphase devient de plus en plus grande, euh, disons, à ces moments-là. Puis, si on met en contexte, si on arrive ici, à partir du espèce de PHV d'adolescence, donc mettons pour les filles à partir de 10 ans, euh, très rapidement, si on le voit, les qualités physiques, on s'entend. Ce qu'on a besoin, c'est pratiquement les mêmes choses. L'hypertrophie va venir augmenter un petit peu à travers le temps. Puis dans votre cas ici, à vous, avec des entraîneurs où on s'occupe plus de la partie énergétique dans l'eau, ben, on voit que l'endurance, puis justement le metabolic conditioning, donc si on veut l'espèce d'entraînement énergétique plus, est quand même nécessairement une priorité typiquement pour une personne avant, ou tu sais, un jeune athlète avant peut-être 17-18 ans. Ça n'empêche pas de le faire, clairement, mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut s'assurer de venir toucher dans le développement de l'athlète. Donc là, il peut y avoir des liens avec si on veut, votre entraînement dry land, donc qui est en dehors de l'eau, il y a des choses qu'il faut se venir développer avec. La différence, à mon avis, puis vraiment où il faut s'assurer de faire un bon travail, c'est dans la structure d'entraînement. Donc, plus on est jeune, oui, on a besoin des mêmes choses, mais la structure est assez limitée. On n'a pas besoin d'avoir la plus grande structure pour avoir des adaptations parce que ça va se faire peut-être un petit peu plus facilement. Par contre, plus on arrive, on monte en âge, en niveau, plus la structure se doit d'être rigoureuse. Donc, c'est là, à mon avis, où, quand on parle de gens qui sont dans cette tranche d'âge-là, et même plus tard, c'est vraiment de s'assurer que la structure se précise de plus en plus pour s'assurer qu'on a justement des développements qui vont se poursuivre. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour tout le monde. Si vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas à les poser. On va faire la même chose avec les garçons. OK? Donc, garçons, si on regarde rapidement les différences, il n'y en a pas énormément. Clairement, on en a parlé tout à l'heure, entre la maturation des garçons et des filles, ça change. Donc, l'âge, si on veut, entre le moment de l'adolescence est différent pour les gars et les filles. Ce qu'on voit, c'est les mêmes choses, donc les mêmes qualités physiques. Euh, As-tu un micro d'ouvert, une question, non? Parfait. Euh, donc, c'est les mêmes choses. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est important. Puis, même principe, c'est la structure d'entraînement qui doit s'améliorer avec le temps. Donc, pour moi, quelques points clés que je veux que vous vous rappeliez, c'est pas un concept où c'est une fenêtre précise, il y a pas d'interférence. Donc, si jamais vous la manquez ou vous ne faites pas le développement, disons, de l'hypertrophie ou de l'entraînement métabolique, ou vous manquez le bateau, c'est pas vrai. Donc, disons, on remonte à peut-être il y a 10 ans, c'est à peu près ce qui était comme message. C'est comme, il faut que ça se passe entre tel âge, sinon, tu sais, vous faites une erreur. C'est pas le cas. Donc, c'est juste de s'assurer qu'il y a des guidelines un peu, mais c'est surtout pour moi, ce que je veux qu'on se rappelle, c'est la structure d'entraînement qui progresse à travers le temps. Euh, Puissance musculaire, majoritairement à la puberté, mais ça devrait quand même être développé avant. OK? Donc, c'est des choses des fois qu'on a tendance, c'est des choses qu'on a tendance des fois quand même à négliger un petit peu. Même dans l'entraînement de piscine, c'est des choses qu'on peut faire pré-puberté, donc des choses à garder en tête. La vitesse, même chose, c'est un paramètre qu'on veut entraîner euh, tout au long de l'enfance, de l'adolescence. Donc, c'est une qualité physique qu'il faut s'assurer de toucher à une fréquence assez régulière. Euh, et j'en ai parlé justement lentement.
euh, euh, disons, plus métabolique, donc de l'endurance, le conditionnement. C'est jamais nécessairement la priorité. Par contre, de ce qu'on comprend aussi, c'est la réalité de notre sport, c'est quand on a des athlètes que c'est justement, c'est de nager, c'est leur sport, ben c'est leur priorité. Donc là, il faut trouver une manière aussi de leur fournir ce qu'ils ont besoin. Euh, Puis même, ben, clairement, avant ça, dans les bases fondamentales, ce qu'on a besoin, c'est acquisition de mouvement, de la mobilité. C'est des choses qu'on a besoin très, très tôt dans le développement de l'athlète pour s'assurer que plus tard, lorsqu'on arrive dans la partie plus technique, on va être capable d'enseigner que les athlètes ont une bonne compréhension de leur corps dans l'espace, mais il faut être capable de développer ça assez tôt pour pas que ça devienne un enjeu plus tard dans l'acquisition de mouvements un petit peu plus spécifiques. Ça va jusque-là? Parfait. Qualité énergétique, donc on va faire un petit peu de rappel de théorie. Puis vous allez revoir, il y a beaucoup de disons, visuels qui vont revenir à travers les diapositives. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'on va venir ajouter des pièces d'information au fur et à mesure. Donc, je le vois un peu comme un casse-tête. On va venir ajouter euh, si on veut, des petites pièces tranquillement, juste pour vous mettre un peu plus de compréhension sur les différentes filières et les qualités énergétiques. Donc, on fait un résumé. Donc, clairement, à la base, dans les qualités énergétiques, on a le volet anaérobie puis le volet aérobie. Je vais tout de suite segmenter le anaérobie en deux, donc alactique et lactique, puis aérobie. Donc, ce graphique-là, cette espèce de schéma-là va revenir. Euh, Puis, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment que c'est la qualité la plus importante pour des efforts uniques maximaux d'une durée d'un range particulier, donc on va regarder ici, mais c'est vraiment la qualité la plus importante. Ma prochaine diapositive va juste vous expliquer un peu ça, juste pour s'assurer qu'il n'y a personne qui a de confusion. Mais le volet anaérobie à lactique, c'est vraiment de 0 à 15 secondes. Donc, c'est des efforts qui sont très, très courts. Bon, je vais venir les décrire un petit peu plus tard. Anaérobie lactique, donc c'est entre 15 secondes et 2 minutes. Donc, généralement, on peut avoir quand même dans la natation un paquet d'épreuves dans cette range de durée-là. Puis, aérobie, donc effort de plus de 2 minutes. Donc, c'est la qualité qui va être la plus importante. Puis, quand je parle de qualité la plus importante, c'est qu'il y a une participation qui est concomitante entre les différentes filières. Donc, dans un effort qui va d'être disons, 1 seconde à 10 secondes, à 2 minutes à 10 minutes, je vais avoir mes différentes qualités énergétiques qui vont venir participer. Donc, c'est pourquoi tantôt je parlais de la qualité la plus importante. Faut pas non plus que vous voyez ça comme avec des œillères ou justement en voyant les filières en étant comme des murs puis il n'y a aucun chevauchement. En fait, il y en a justement. Il va y avoir une participation qui est concomitante. Donc, c'est très, très important pour vous de se rappeler ça. Donc, ils sont toujours sollicités en même temps. Il n'y en a jamais une qui travaille en isolation. Euh, Ça va pour ça? Maintenant, si on décortique un peu plus le volet anaérobie aérobie, donc on a parlé tantôt anaérobie, donc j'ai le système anaérobie alactique, puis j'ai le système anaérobie lactique, puis dans côté aérobie, donc j'ai mon système aérobie. Euh, on va venir le segmenter en deux. Donc, le système anaérobie alactique, j'ai la puissance anaérobie alactique, puis j'ai la capacité anaérobie alactique. Même chose pour le système lactique. Puis, au niveau du système aérobie, j'ai la puissance aérobie, j'ai la capacité aérobie. Donc, on peut voir aussi comme la puissance aérobie maximale, puis l'endurance aérobie. Donc, il y a une espèce de segmentation, une espèce de structure qui se définit. Donc, chaque, disons, filière système a d'autres qualités sous-jacentes. Donc, pour venir encore une fois les segmenter, puis voir qu'est-ce qui participe le plus dans mon effort d'une durée X. Donc, pour vous faire un peu comprendre la différence entre, disons, puissance et capacité, voyez-les comme ceci. Donc, si on regarde, disons, le système aérobie, on a, disons, une grosse tank. Donc, c'est plutôt la grosseur du réservoir. Donc, la capacité et la grosseur du réservoir, puis la puissance d'une qualité va être, disons, la grosseur ou la largeur du conduit. Donc, un exemple super concret. Donc, aérobie, on a une très, très grosse tank. Par contre, ça ne livre pas des gros niveaux de puissance très rapidement parce que c'est un système qui n'a pas une grosse puissance. Par contre, si on regarde, disons, anaérobie à lactique, vous voyez que le réservoir est assez petit, mais regardez la largeur du conduit. Donc, c'est un système qui va venir livrer beaucoup plus rapidement. Donc, selon les besoins en énergie, selon le besoin de l'épreuve ou de l'effort qui est produit, ben, il va avoir une participation d'un système ou un autre. Est-ce que la différence est claire entre puissance et capacité? Ça va? Parfait.
Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ces tableaux-là. À la limite, je suis même sûr qu'on pourra partager le contenu après avec, par Yannick. Donc, système anaérobie lactique et tous les, justement les différentes qualités, c'est de voir la capacité, la puissance. Donc, plus on augmente dans l'intensité, si on veut, donc ça ici étant plus intense vers le moins intense, mais ma puissance va être plus élevée vers la moins élevée et la capacité va être inversement proportionnelle, si on veut. Ensuite, l'inertie, donc système anaérobie alactique, c'est justement une production qui est instantanée. Anaérobie lactique, ça prend un délai, etc. Donc, il va y avoir justement une progression à ce niveau-là. La durée critique, donc la durée de temps qu'on est capable de maintenir cette intensité d'effort-là. Donc, c'est pas justement, ça fait des années que c'est connu, c'est des choses que vous devriez connaître déjà. Donc, justement, le système anaérobie lactique, c'est des efforts qui sont très, très courts. Si j'ai justement des épreuves d'endurance avec le système aérobie, mais c'est des efforts qu'on peut tenir sur plusieurs heures. Donc, on peut passer justement d'un sprint maximal très, très court, très intense, à des efforts très, très longs, à des intensités sous-max qu'on peut justement euh, juste garder sur des heures et des heures. Donc, schématiquement, ce qu'on voit, c'est nos différentes qualités énergétiques, donc du système anaérobie à lactique jusqu'au système aérobie, où on voit justement intensité ici et durée qui sont à l'inverse, puis les pourcentages de la PAM ou de la Vmax. Donc, il y a différentes manières, on va en parler tout à l'heure, il y a différentes manières de calculer ou de prescrire notre intensité. Si on veut aller par rapport au pourcentage de la vitesse maximale, c'est une chose qui est faisable. Si on veut aller avec le pourcentage de la PAM, c'est une chose qui est faisable. On va y revenir plus tard. Je pense faut qu'on ait une meilleure participation, il faut qu'on ait une meilleure compréhension de seulement prendre une variable. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il vaut la peine d'être intégré à vos pratiques lors des entraînements. En fait, plus lors de vos prescriptions. Donc, durée d'effort unique, on revient avec notre même schéma que tout à l'heure. Donc, si on voit le système anaérobie à lactique, on parle d'un effort de 0 à 15 secondes. Donc, quand la puissance et la capacité, 0 à 7 secondes, on a de la vitesse max. Ensuite de ça, donc tout ce qui se passe entre 8 secondes et 2 minutes, c'est de l'endurance de vitesse. Donc, c'est justement d'être capable de maintenir des efforts de très 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 haute vélocité, mais de pouvoir les répéter ou de pouvoir la maintenir si on veut. Puis après, dans le volet aérobie, donc au-delà de 2 minutes, en 2 8 minutes, généralement, on va être dans de la puissance aérobie maximale. Donc, puis en haut de ça, ben, on va généralement se retrouver dans de la capacité ou de l'endurance aérobie. Donc, avec des efforts qui vont être justement de plus longue durée, donc moyenne, longue ou très, très longue. Euh, Petit exemple ici pour vous, pour encore une fois vous rappeler de la participation justement entre les différents systèmes à travers le temps. J'ai un effort X ici, donc des efforts de, je pense que c'est dans cet exemple-là, c'est des 30 secondes, 30 secondes. Donc 30 secondes d'effort de repos, 30 secondes c'est-à-dire d'effort, 30 secondes de repos. Donc on voit que sur la première répétition, j'ai une participation anaérobique qui est plus présente, aérobie moins présente, et plus j'augmente dans mes répétitions, les deux continuent de participer, par exemple avec un niveau et une demande qui va venir varier selon la capacité de la personne à venir se reposer. Donc, un autre aussi manière, là, c'est avec un article qui était super intéressant de Bishop qui remonte à quand même plusieurs années, où c'était un protocole de 10 fois 6 secondes de sprint maximal. Donc, on va avoir une très très haute vélocité, repos de 30 secondes. Donc, ce qu'on voit avec ces différents sprints-là, puis avec la progression, si vous regardez le premier sprint de 6 secondes, puis vous voulez par exemple regarder la participation, euh, disons, aérobie, va venir quand même considérablement changer entre le premier sprint puis le 10e. Donc, si je regarde mon premier ici, puis mon deuxième, donc le côté aérobie, au premier sprint, on parle de 8% de la contribution. Puis lors de mon 10e sprint de 6 secondes, on tombe à 40% de participation. Donc, juste pour vous montrer que cette participation-là va vraiment évoluer à travers l'effort, à travers la scie que vous allez utiliser. Donc, c'est des choses toujours à garder en tête. Puis même si vous regardez ici par rapport à la consommation d'oxygène, entre mon premier sprint puis mon, disons, cinquième, il va y avoir une contribution, puis on va beaucoup plus se rapprocher justement de cette capacité-là oxygénatoire. Donc, on revient avec notre même schéma.
si vous commencez à être mêlé, faites-moi signe. Euh, Ce que je veux, c'est qu'on commence à faire un breakdown un petit peu plus précis sur quel genre de ratio effort-repos on cherche, puis quel genre de temps cumulé on cherche. Souvent, je dirais que la ligne du bas, donc le temps cumulé, est quelque chose qui est un petit peu moins connu ou utilisé, ou des fois on est peut-être un peu moins conscient de ça lorsqu'on on programme, mais c'est des choses à garder en tête. Donc, je donne un exemple. Si vous donnez une séance de PAM ou une grosse séance de VO2, là, des fois la terminologie peut changer d'une personne à l'autre, là, mais si vous donnez une très grosse séance, puis la séance dure 90 minutes, puis on essaie d'être dans l'intensité pendant 60 minutes, ben oubliez ça, il y a une erreur qui est faite en quelque part. Donc, ça va être juste illusoire de penser qu'on peut le maintenir aussi longtemps. Donc, il faut s'assurer soit qu'on le fait plus intense sur plus court, ou bien si finalement vous voulez faire une durée d'effort aussi longtemps, ben, c'est peut-être que vous ne voulez pas faire une séance de PAM parce que ça ne fitera juste pas. Donc, c'est des choses vraiment à garder en tête qui sont super importantes dans la base, la compréhension de ce qu'on prescrit à nos nageurs. Donc, si on regarde en termes de ratio effort-repos, je vous avertis, ça va, encore une fois, c'est de la théorie. Après, sur le volet pratique, puis ce qui va se passer en réalité peut changer, mais ça peut quand même être choquant de voir ceci comme en termes de ratio. Mais si on parle de puissance anaérobie à lactique, donc un 0 à 7 secondes, on parle d'un ratio de 1 à 16 à 1 pour 20. Donc là, si on a un effort qui dure, disons, 10 secondes, ça veut dire que j'ai besoin d'un effort, un repos qui est considérable. Donc, c'est vraiment des choses à garder en tête. Souvent, on va voir tu sais, je vois souvent des coachs, autant en natation que dans d'autres sports, là, parce que mon background est très varié, mais on va venir travailler ça, mais on a des ratios de comme 1 pour 6. Puis ben, finalement, c'est pas ça que vous voulez travailler. En fait, c'est peut-être ce que vous voulez travailler, mais où on veut venir travailler, où vous le faites actuellement, c'est que vous êtes là-dedans. Donc, vraiment être conscient. Encore une fois, c'est pas une règle stricte que si vous êtes à 1 pour 14 ça fonctionne pas. C'est juste que on va peut-être se situer ailleurs, tout simplement. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas blanc ou noir complètement. Donc, de 1 à 16 1 pour 20 et éventuellement, ben, on va aller se retrouver dans des ratios, justement, au niveau plus aérobie, à 1 pour 3 1 pour 2 et 3 pour 1. Mais éventuellement, donc, ça va venir changer beaucoup. Puis ce que je vous dirais qui est important, c'est d'avoir une variation aussi dans vos ratios. Donc, si vous, par exemple, vous faites de la PAM, ce qui est intéressant aussi, c'est de venir varier. Donc, pas toujours de faire le même stimulus, donc le même genre d'effort sur le même intervalle, par exemple. Je vois qu'il y a une question. Maï? Ouais, salut. Moi, ma question, dans le fond, c'était est-ce qu'on a une recherche concernant ces rations effort-repos ou pourquoi c'est un 3 par exemple, pour la pomme et pas 3-1? Parce que j'ai vu dans d'autres documents que j'ai trouvé la pomme avec un autre document ailleurs à Québec que c'était 3-1 justement. C'est pour ça que je posais la question. Ben, Pour... je dirais- ben, excuse, si t'avais-tu un autre point? Non, c'est correct. Ben, ce que je te dirais, encore une fois, disons, entre différents papiers, ça peut venir varier. Je te dirais, ce que j'ai sorti, c'est vraiment les guidelines très généraux, qui ne sont pas nécessairement par rapport à la natation, c'est vraiment sur des sports tu sais, multi, donc à travers un paquet de recherches, avec différents experts qui ont parlé, mais c'est à peu près à travers ça. Mais comme je dis, tu préfères de la PAM en 3-1 si tu veux. Par contre, tu sais, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est juste de comprendre aussi, puis c'est d'évaluer si ce que tu prescris, est-ce que si finalement ça donne ce que tu veux. Donc, il y a toujours des moyens de venir contre-valider si ce que tu fais est la bonne chose. Donc, encore une fois, souvent, c'est, je dirais, dangereux là, de venir mettre des choses comme ça parce que vous allez voir ça comme étant comme la théorie, puis si je suis en dehors, c'est pas bon. C'est pas le cas, là. C'est pas le but, c'est pas de vous faire sentir que si je fais de la PAM à 3 pour 1 c'est pas bon. C'est une espèce de zone grise entre les différentes qualités. Je sais pas si ça répond à ta question. Parfait. Donc, ratio très important, mais aussi Simon, le temps accumulé. Donc, ouais, Simon, excuse-moi de couper juste avant que tu vas-y. continues. Puis là, j'ai pas mon langage physiologique en natation, là, mais est-ce que tu peux peut-être déterminer qu'est-ce qui est repos? Parce que des fois, ils vont faire des séries de sprint ou de vitesse qui va durer un X nombre de temps, mais ils vont faire comme des longueurs easy ou peu importe. Fait qu'est-ce que tu peux déterminer qu'est-ce qui est un repos de ce qui ne l'est pas, peut-être? Ouais, ben, en Ou fait, si on ça a va y une arriver influence ou après. non? OK. Ouais, on va y Ah, arriver après sur. Tu m'as devancé, mais on va arriver sur le je repos tout m'excuse. à l'heure parce qu'il y a des repos ou des types de repos à privilégier selon qu'est-ce que vous cherchez à entraîner. Donc, on va y toucher tout à l'heure. Puis si jamais ça n'a pas répondu à cette question-là ou à d'autres, ben, n'hésitez pas à me faire signe pour que je clarifie. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'aspect de temps cumulé qui souvent, à mon avis, est une notion qui est peut-être juste
mise de côté, on l'oublie. Donc, si vous faites de l'entraînement de sprint, vous voyez qu'on a une capacité qui est quand même très faible, des très, très au niveau de puissance, mais on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire, disons, 5 minutes à cette intensité-là, ça ne fonctionnera juste pas. Donc, encore une fois, avec notre même schéma pour les différentes qualités, on a l'intensité en pourcentage de la vitesse maximale. Je reviens avec nos ratios effort-repos. Donc, pour vous donner justement une idée, puis ce ratio-là est vraiment c'est le temps nécessaire qu'on a besoin pour que l'intensité cible soit maintenue. Donc, si par exemple, je vais être à 98% de ma Vmax, puis je vais essayer de la maintenir à travers X nombre de répétitions, ben, il faut que je m'assure. En général, vous allez possiblement vous retrouver dans des ratios semblables à ça que vous avez différents types de profils. Donc, même tout à l'heure, Maï, par rapport à ta question, ça dépend aussi vraiment de l'athlète. Donc, tu as des athlètes qui font du 90 à avoir un pour 20, c'est vraiment leur sweet spot. Donc, d'être conscient de ces différences-là entre les individus avec lesquels graphique. Donc, on reparle de vitesse max, endurance, capable de répéter des sprints, mais à une faible je parle accumulée. Être conscient, c'est que c'est une capacité qui est moins importante, donc on peut finalement moins faire de répétitions. Quand on tombe en du rapide, l'entraînement par intervalle court, moyen, long, l'entraînement de sprint répété, justement, donc l'entraînement par répétition qui est répété. Donc, ce qu'on veut juste voir, puis vous comprenez bien, c'est que l'entraînement par intervalle et par répétition, la distinction, c'est que l'entraînement par intervalle, on va avoir ici justement une énergie qui va venir décroître à travers le temps. Lorsqu'on a de l'entraînement continu, ben, ça va juste venir décroître, disons, continuellement. Lorsqu'on est par intervalle, ben, il va y avoir une petite remontée, mais ça va quand même décroître sur l'ensemble. Puis l'entraînement par répétition, ben, on va avoir une énergie qui va venir se pratiquement devenir complète à à chacun des temps de repos. Donc, c'est un peu la distinction à ce niveau-là. Donc ici, entraînement par intervalle, il y a différents modèles que vous pouvez aussi trouver en ligne avec différents graphiques. Ce qui est intéressant avec ce genre de graphique-là, c'est que vous avez différentes courbes. Donc si par exemple, je vais être à 80% de ma PAM ou de ma VO2 max, quel genre de, disons, quel genre de pourcentage, c'est-à-dire quelle durée d'effort, puis combien de répétitions je peux faire à cette intensité-là. Donc, c'est des systèmes qui sont super intéressants à connaître ou vous pouvez juste vous référer à certaines courbes. Encore une fois, ce n'est pas précis, ce n'est pas nécessairement pour toutes les personnes, mais vous pouvez venir jouer un petit peu avec ces différentes prescriptions-là. Échelle de perception d'effort, j'ai vraiment une très bonne manière de choisir l'intensité. Euh, ce que je vous dirais aussi, c'est d'éviter les techniques, essayer d'éviter les pace time parce que c'est pas nécessairement l'objectif. On n'est pas nécessairement dans euh, une intensité qui est très, très élevée. Puis, de ce que je remarque beaucoup, c'est un des endroits où, disons, autant les athlètes que les entraîneurs peuvent avoir beaucoup de difficultés au niveau de l'échelle de perception d'effort, c'est ici. Donc, c'est entre 5 et 7, mais principalement le 5. Donc, lorsque vous enseignez l'échelle de perception d'effort, il faut aussi que vous le compreniez que 5, c'est difficile. Donc, 5, c'est pas c'est moyen, c'est 5, c'est difficile. Donc, lorsqu'on va faire l'entraînement de seuil, par exemple, on va déjà se retrouver là. Donc, il faut s'assurer qu'on est suffisamment intense. Donc, souvent, ce milieu-là a tendance à être un peu incompris. Je vais vous donner un exemple. Si vous faites, par exemple, un step test de 5 fois 200 mètres, euh, à mon avis, en donner, disons, un pace-time ou un RPE qui va être, par exemple, progresser de 2, 4, 6, 8 à 10, va être plus parlant pour une personne qui a donné des pace-time puis des targets de jeu de t'atteindre, disons, X vitesse par 100 mètres en moyenne ou par 200 mètres parce que ça va être difficile. Ou essayer de retrancher 7 secondes dans ton 200 mètres sur le prochain, ça va être dur. Donc, utiliser l'échelle de RPE va être beaucoup plus pertinente à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est vraiment un résumé par tableau avec toutes les informations qu'on a discutées. On va venir parler tout à l'heure
surcompensation, génération, repos, la fréquence pour le maintien, etc. Donc, je vais y revenir dans un autre schéma qui va être un petit peu plus synthétisé. Donc, séquence de développement des qualités, on a deux approches, la classique, puis on a l'approche inverse. Donc, classique, on va passer du volume vers l'intensité, donc de l'aérobie à l'anaérobie. Donc, généralement, l'hypothèse derrière ça, c'est qu'on va avoir une base aérobie qui est nécessaire pour soutenir les endurances, les efforts de l'intensité plus élevés. Puis, l'approche inverse qui est justement clairement à l'inverse, donc on passe de l'intensité vers le volume, donc de la puissance vers la capacité, avec l'idée en tête qu'on veut développer notre puissance, notre vitesse max avant de développer l'endurance vitesse. Donc, différentes approches qui sont connues, qui sont travaillées selon différents entraîneurs. Puis on a aussi l'approche combinée où on va venir faire une base aérobie, après faire la vitesse, puis ramener l'endurance vitesse, donc une espèce de combo un petit peu de tout ça. Donc, lorsqu'on arrive plus concrètement dans l'entraînement des qualités énergétiques, euh, on veut avoir différentes manières pour s'assurer qu'on atteint la cible au niveau de la prescription. Donc, premier facteur qu'on va vouloir venir regarder, c'est l'intensité. Donc, variable la plus importante à garder en tête. La deuxième, on a la durée des répétitions. Ensuite de ça, notre ratio qu'on cherche à avoir. Puis la dernière qui est notre nombre de répétitions, notre temps cumulé à l'intensité cible. Donc, quatre variables super importantes à garder en tête lorsque vous construisez une série d'entraînements. On part de là, puis on descend, puis on s'assure qu'on a justement ces différents variables-là qui sont bien tenues en compte, puis que ça fasse du sens un peu partout à travers à travers les différents critères. Si on regarde un petit peu plus en détail, énergétique, donc anaérobie à l'actif. Donc, si je vous donne un exemple de, disons, autant de la puissance de la capacité, donc vous avez du 0 à 15 secondes, donc des efforts maximaux avec un repos qui est adéquat, donc un repos qui permet le maintien de l'intensité, donc on va y revenir tout à l'heure. Dans ce genre d'entraînement-là, le repos passif est privilégié. Donc, si vous faites faire l'entraînement, euh, disons par exemple des 25 mètres dive, des 15 mètres, quoi que ce soit, puis vous faites faire des longueurs entre vos répétitions, ben clairement, ça va avoir un effet. Puis tantôt, j'ai un super graphique pour vous l'expliquer. Donc, on doit s'assurer de ne pas faire ce genre d'erreur-là si c'est ce que vous cherchez à entraîner. Donc, je vous donne un exemple ici. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent le mettre dans le chat ou quoi que ce soit, mais je vous donne des exemples de séries. Puis juste me dire en fait, laquelle pour vous semble la plus appropriée pour développer le système anaérobie alactique. Je ne sais pas s'il y en a qui écrivent, là, je ne vois pas le chat, Yannick, fait que si jamais. Je vous laisse peut-être un petit 15-20 secondes, puis après, je vais vous juste partager certaines opinions ou juste voir un peu comment je regarde ces différents sites-là, puis comment venir l'analyser. Un D dans le chat présentement. Un D. C'est la seule réponse. S'il n'y en a pas d'autres qui se risquent. Parfait. On va y aller avec un petit breakdown de ce qui est là, qui est disponible. Donc, l'option A, la chose qui me dérange, c'est 35 mètres à basse intensité. Donc, on a du repos qui est actif. Donc, à la base, j'essaierai d'enlever cet exemple-là. Euh, Ici, 2 fois 5 fois 15 mètres dive, vitesse max. Donc, on a probablement l'intensité qu'on souhaite. La marche qui est un repos semi-passif, je dirais, mais ça peut quand même fonctionner. 10 fois 15 push, 25 mètres vitesse max sur 1 minute. Oubliez ça. Si vous cherchez à développer le système anaérobie, on est dans l'erreur. Donc, c'est une bonne série. Ça va pas targeter cibler ce qu'on cherche. D, donc 10 fois push 25 vitesse max sur 3, on est dans un ratio qui est beaucoup plus intéressant. Puis 10 fois 25 mètres à vitesse 100 mètres, ben, l'intensité ici n'est pas la bonne. Donc, justement, ce qu'il faut garder en tête. Donc, temps de repos, puis je vais revenir avec ça, se faire natation, c'est quelque chose qui est. On veut juste toujours nager, puis on veut jamais vraiment arrêter, puis on donne du repos actif. Euh, Soyez conscient du temps de récupération. Donc, ça, c'est un résumé des meilleures pratiques de sprint à travers différents sports, à travers différents programmes.
Mais quand on parle d'accélération, de vitesse, de vélocité, disons, maximale, vitesse max, sprint résisté, sprint assisté, ayez pas peur de donner du repos. OK? Donc, souvent, c'est l'erreur classique. Quand on veut développer du sprint, il faut être capable de permettre à l'athlète de revenir à des niveaux d'intensité qui sont nécessaires. Anaérobie lactique maintenant, donc effort maximal ou presque qu'on a duré. Donc là, on parle de 16 secondes jusqu'à du 2 minutes. Les ratios qui sont différents. Euh, Repos adéquat, donc très peu tu sais, une limite perte d'intensité entre les répétitions. Euh, je peux vous laisser penser à un exemple. Je vais quand même aller vers un autre, mais garder ces ratios-là en tête et essayer de développer des séries, soit de puissance anaérobie lactique ou de capacité anaérobie lactique. Entraînement des qualités énergétiques, donc plus aérobie, donc la PAM de 0 à 2 minutes, puis de l'endurance. Donc, si on parle de la PAM, c'est du 200-800 mètres avec les ratios qu'on a parlé tout à l'heure, donc des temps cumulés maximum de 15 à 30 minutes. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il va y avoir un effort qui est non maximal dans les premières pour s'assurer qu'on est capable, à à travers les répétitions, de maintenir notre effort qui est suffisamment constant. Repos passif ou actif, donc ça peut être un mélange. Donc soyez conscient de ce que le repos va venir impacter, comment ça va venir impacter en fait votre série. Donc je vous donne encore quelques exemples ici. Donc de séances pour développer la PAM. Je vous laisse peut-être un petit 30 secondes, puis on va venir avec la même chose avec des commentaires. Il y en a qui sont risqués. Personne ne s'est risqué. Donc si on regarde les ratios, donc un pour un environ, là, c'est vraiment des moyennes, puis de ce qu'on anticipe comme temps, 2,5 à 1. Donc des ratios qui sont assez similaires. Si on regarde en termes de durée d'effort total, on est à peu près partout euh, dans les ranges. Donc, 4, 5 très bons exemples à ce niveau-ci ici. Après, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus avec votre athlète, quel genre de style il nage, c'est quoi le coût énergétique, mécanique de chacun des styles, puis selon chaque individu. Donc, c'est vraiment la chose à garder en tête. Capacité aérobie, donc c'est un effort qui est généralement sous max, donc c'est des efforts, des répétitions qui vont être au-delà de 3 minutes. Donc c'est un repos qui est généralement actif, donc avec des ratios qui sont beaucoup plus importants, avec un temps cumulé très très important. Donc capacité aérobie, malgré que c'est des efforts qui sont sous max, quand on arrive, on peut quand même avoir des efforts de capacité aérobie avec des efforts de 3 minutes qui vont être quand même assez difficiles en termes d'intensité. Par contre, c'est les vitesses qui vont venir varier. Puissance aérobie, clairement, on est dans une échelle de RPE qui est dans du très, très difficile jusqu'à du maximal. Donc, on a des fréquences cardiaques cibles. Donc, si on a par exemple une fréquence max de 210, on vous donne un range à peu près, mais je vous dirais, c'est vraiment en termes d'exemple avec un cas cible. Donc, comment on fait pour évaluer nos séries, disons, avant, après, pendant? C'est là qu'on doit se faire, on se doit de faire un bon travail. Quatre variables sont à considérer. C'est ce que vous devez faire avant pour évaluer ça. Donc, connaître vos athlètes. Le pendant, il y a différentes manières. Donc, l'échelle de perception d'effort, on a prendre les temps, on a une différente manière qu'on peut venir mesurer le tout, fréquence cardiaque. Il y a plein d'outils qu'on peut venir mesurer, qu'on peut venir prendre la donnée. Puis le après, on peut faire vraiment une rétrospective sur qu'est-ce qui a été accompli. On peut aller voir, disons, si on a noté nos temps, on peut essayer d'aller voir comment ça a décliné à travers la série ou quoi que ce soit. Donc, des choses super importantes de garder des traces de ce qui a été fait. Donc, tout à l'heure, on parlait avec, en fait, Yannick t'a posé la question sur le repos. L'erreur commune, c'est le repos qui est insuffisant. Puis surtout en natation, c'est la chose que je vois le plus, qui est juste par tradition. Mais tout à l'heure, quand je vous donnais l'exemple de, disons, 4 répétitions, je fais du 30-30. Euh, Par exemple, ben, la contribution du stéroïde va grandement augmenter à 18. On voit la troisième répétition, on est à quasiment à donc, quoi, 60%, donc c'est quand même significatif. Donc, des choses à garder en tête. Ici, c'est un exemple en natation, justement, qui est très, très pertinent, où on donnait un circuit qui était 8 fois 25 mètres à intensité maximale pour 45 secondes. Donc, une fois les ratios sont bon, à discuter, ce qu'on veut voir, c'est le maintien de l'intensité. Donc, on a trois scénarios, donc trois groupes qui avaient fait différentes choses. Le premier groupe qui a fait un repos passif.
si on voit le maintien d'intensité, c'est beaucoup mieux fait que les deux groupes qui ont fait du repos actif à 50 ou 60% de la PAM. Donc, juste de faire du easy, vous voyez comment ça va venir. Dès la deuxième répétition, ça va venir avoir un impact qui est considérable en termes de maintien d'intensité. Donc, qualité énergétique, on revient avec ça, ce qui est vraiment notre schéma final. Donc, juste pour les yeux, vous aurez ça en référence. Donc, quand on fait notre planification hebdomadaire, on veut venir définir nos objectifs du microcycle, on veut venir agencer nos séances pour venir vraiment maximiser nos effets de chaque entraînement. Donc, nos différents systèmes, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable de les maintenir, mais aussi les entraîner puis les taxer à différents moments. C'est un aspect qui est très, très critique où généralement, ce qu'on va venir oublier, c'est la dernière ligne qui est le maintien. Donc, si on veut venir maintenir, par exemple, une capacité aérobie, il faut que j'aille. Puis là, ça va dépendre beaucoup du profil à l'un généraux, mais il faut venir s'assurer d'avoir une fréquence qui est disons, minimale pour chacune des qualités pour s'assurer qu'à travers, on n'ait pas de perte. Puis justement, si on ne maintient pas quel genre d'impression. Donc, il y a des séances qui vont être beaucoup moins difficiles, si on veut, à cause du coût mécanique, même métabolique, en termes de récupération. Donc, il y a des choses, si on fait de l'endurance de base, on peut récupérer beaucoup plus facilement que certaines séries qui sont plus lactiques. Donc, le système va être beaucoup plus taxé. L'intensité va être justement très, très intense. Donc, on va avoir de la difficulté à récupérer, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est d'être conscient comment on agence le tout dans nos séances. Donc, pour les agences, il faut connaître ce que notre séance va engendrer comme fatigue. Il faut connaître quelle qualité on a besoin ou on devrait préférer entraîner en fatigue et non lorsqu'on est reposé. Puis connaître le temps justement nécessaire qui est nécessaire pour récupérer. Donc, un peu même la même diapo que ce qu'on vient de voir. Donc, quel genre de fatigue est généré par nos différentes qualités qui sont entraînées. Donc, je ne repasserai pas vu qu'on l'a vu. Par contre, ça qui peut être très, très parlant pour vous. Donc, dans une semaine, puis dans notre séance, si j'ai des nouvelles habilités de la haute vitesse, de la vitesse max, en général, c'est en début de semaine, après une journée de récupération, en début de journée, en début de séance, donc après l'échauffement, on veut toucher à ça rapidement. Si on a du système lactique, de l'hypertrophie, consolidation d'habilité technique motrice, on fait la technique, on peut quand même qu'on a un niveau de fatigue qui est déjà présent. Puis, ben, la capacité aérobie du seuil, de l'endurance de base, de la flexibilité, de la mobilité, c'est entre les séances qui sont difficiles en fin de séance, toujours beaucoup plus facile de venir prescrire ça en fin de séance. Par contre, il faut quand même faire attention de s'assurer que si on fait par exemple du seuil, de l'endurance de base, qu'on n'est pas, parce qu'on est fatigué, on n'est pas, disons, à 7-8 de RPE, ça peut quand même être une erreur classique. Donc, tout ça, ce qu'on souhaite, c'est que si nos profils de récupération ne sont pas adaptés, ben, c'est là qu'on va avoir de la difficulté à travers le temps à avoir une adaptation qui va être positive, elle va être plus négative, ou on va avoir une accumulation de fatigue. Donc, justement, dès qu'on fait notre entraînement, il va y avoir une certaine fatigue qui va être engendrée, qui va amener, ouvrir une fenêtre de surcompensation. Si on vient ramener un stimulus qui est à un moment approprié, qui n'est pas trop tard, ben on va se permettre à travers le temps de venir progresser. Si on attend trop puis on ne vient pas restimuler puis refatiguer, ben c'est là qu'on va venir en général avoir une courbe qui va être juste plate, qui va être droite ou horizontale. Puis si jamais on retape, disons, sur le clou trop rapidement, on va amener un profil d'accumulation de fatigue à travers le temps. Donc, guide général, encore une fois, à individualiser selon la charge d'entraînement, selon l'athlète, mais c'est des choses super importantes. On arrive vers le segment le plus, à mon avis, le plus intéressant. Donc, comprendre quel genre d'athlète est devant nous. Donc, pour des efforts maximaux ou all-out, donc on va parler de 0 à 5 minutes. Tous ces efforts-là demandent une production de vitesse qui est supérieure à la vitesse associée au VO2 max. Puis généralement, à travers ces différents efforts-là de 0 à 5 minutes, on va voir que nos efforts maximaux en bas de 60 secondes vont être généralement limités par l'orientation de la force. Les efforts jusqu'à 75 secondes, 1 minute 20, ça va être par le tamponnage ou le buffering. Puis jusqu'à 5 minutes, ça va être un mélange de force, qualité énergétique, donc pardon, les filières et le côté neuromusculaire. Donc, c'est de comprendre, puis encore une fois, à travers notre athlète, ça peut venir changer. Puis de comprendre en fait les différences entre les épreuves, puis les sexes, puis les profils d'athlètes, ça va permettre d'avoir une meilleure individualisation, donc qui va être beaucoup plus poussée,
qui va nous permettre d'avoir une spécialisation à l'entraînement, puis d'avoir une direction stratégique dans le développement de votre athlète sur du moyen long terme. Donc, d'avoir une vision de comment on va venir progresser les choses. Donc, on vient dans notre spec de 0 à 5 minutes. 0 ici jusqu'à 5 minutes, on a un spec de vitesse et endurance. On va avoir généralement beaucoup de gens qui vont se retrouver là-dedans, dans le milieu, qui va être une espèce de profil hybride. OK? On va avoir quelqu'un qui va être là. On va en avoir un autre qui va être là. Donc, quand vous arrivez, là, vous êtes coach, vous arrivez dans un nouveau poste, vous avez un nouveau groupe, vous allez avoir un groupe qui est très hétérogène. Donc, vous allez avoir des gens un peu partout. OK? Donc, ça, c'est très, très normal. Par contre, après, on va venir voir comment venir gérer ça. Donc, je vous donne un exemple là, ici, super pratique pour vous, qui va donner deux exemples d'athlètes qui ont, disons, la même PAM, donc la même VMA, peu importe l'acronyme que vous utilisez. Donc, athlète A et B. Donc, j'ai deux personnes qui font par exemple 4,42 sur 400 mètres, donc 1,42 mètres par seconde, ou leur vitesse max, disons, sur 25 mètres. J'ai l'athlète A qui c'est 12,5 secondes, puis l'autre qui est à 13,4. Donc, si par exemple, je viens donner un set avec un target, disons, à 1,4 par 100 mètres, disons à 1,56 mètres par seconde, on va venir, graphiquement, c'est pas les mêmes chiffres, mais on va venir se retrouver avec deux personnes qui n'ont pas le même pourcentage entre leur vitesse max et leur, disons, endurance, donc l'espèce de PAM. Donc, on va avoir deux personnes qui vont se retrouver à des pourcentages de leur réserve en aérobie qui va être très différentes, puis ça va avoir des impacts considérables sur la récupération et la fatigue. Donc, trois exemples ici d'athlètes. Donc, j'ai des gens qui ont, disons, ces deux-là ici, ils ont la même réserve entre leur, disons, leur top speed puis leur PAM. Par contre, ils n'ont pas le même top speed et ils n'ont pas la même PAM. Puis j'ai deux athlètes ici qui ont le même top speed, donc ils ont le même meilleur temps sur 25 ou 50 mètres, mais ils n'ont pas du tout la même PAM. Ça va avoir des effets considérables. Donc, tout à l'heure, on parlait de athlètes entre, disons, vitesse et endurance. Comme entraîneur, comme programme, comme club, vous allez tous avoir un billet d'entraînement qui est tout à fait normal. Donc, il y a des coachs qui vont se retrouver ici. Il y a des coachs qui vont se retrouver ici. Il y a des coachs qui vont se retrouver là. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a des gens là, par contre, si vous vous trouvez là, comment je fais pour maximiser le potentiel de cet athlète-là, malgré ma vision? Comment je fais pour m'assurer de maximiser le potentiel de cet athlète-là si je me retrouve ici comme billet d'entraînement, que je suis dans un profil hybride, dans un profil, une structure qui travaille un petit peu de tout. OK? Donc, gardez ça en tête. Puis, euh, quand on arrive en termes de profilage d'athlètes, ce qui est super intéressant à comprendre, c'est justement le profil, disons, de votre athlète va avoir une très, très grosse incidence sur le modèle d'entraînement que vous allez privilégier. Donc, exemple très, très parlant, si je cherche à faire l'intensité donc justement par intervalle, mon profil, disons, plus sprinter, va avoir tendance à faire des intervalles assez courts, alors que mon profil d'endurance va avoir tendance à faire de l'intervalle non. Est-ce que les deux en ont besoin? Oui. Est-ce qu'ils en ont besoin la même quantité? Pas nécessairement. Par contre, la manière de venir toucher à ce système-là va être très différente. Si je cherche à faire de l'intensité, disons, sous max, je vais avoir encore une fois une prescription qui va être différente entre mon sprinter qui va faire plus de entraînement par intervalle, alors que mon profil d'endurance va faire de l'entraînement plus en continu. Donc, ce que je veux vous garder en tête avec ça, c'est qu'à travers vos différents profils, il va y avoir des préférences individuelles puis des qualités à venir exploiter. Soit on a tendance à qu'est-ce que l'athlète va avoir comme faiblesse, par exemple, ou on cherche à l'améliorer. Mais il ne faut pas oublier avec vos athlètes, qu'est-ce qui fait leur pain, leur beurre, qu'est-ce qui fait qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. C'est qu'il y a des choses qu'ils ont besoin. Donc, mon profil sprinter, si vous lui donnez des longs sets d'aérobie, parce que oui, il y en a besoin, mais si vous donnez des longs sets avec l'entraînement en continu, puis c'est des 6-8 minutes, des 4 minutes, ça peut être beaucoup plus exigeant si vous leur donnez des 30-45 secondes, une minute d'effort, avec très peu de repos, mais au moins qui est, disons, plus cimenté. Donc, utiliser les bons leviers, c'est vraiment la chose à garder en tête. Puis, je vais vous donner un exemple qui est très parlant en termes de récupération. Donc, c'est une étude qui a été faite euh, en Belgique où ils ont regardé différents profils, donc des gens qui avaient justement des fibres de type 1 plus dominantes, des gens qui avaient des fibres de type 2 plus dominantes. Puis il y avait en fait c'était un protocole assez fou, donc ils faisaient des wingate. Donc ils faisaient 3 wingate entrecoupés de 4 minutes. Puis ce qu'ils cherchaient à faire, c'est de regarder la contraction volontaire maximale avec un exercice sur machine. euh,
Donc, avant les Wingate, puis combien de temps après les Wingate ça prenait pour revenir à un niveau euh, disons, du départ. Puis on voit que les gens qui sont lentes, euh, à l'intérieur d'une heure, sont venus pratiquement au même niveau de force, au niveau de contraction vélocité maximale. Par contre, au profil sprinter, ça peut prendre jusqu'à 5 heures, puis même 5 heures plus tard, ne sont jamais revenus au pourcentage initial. Donc, en termes de récupération, fait que non pas seulement ce que ça a comme impact dans la séance, mais plus tard, c'est quand même très important. Il me reste deux, trois diapos, Yannick, puis après ça, je vais te laisser conclure. Ce que je veux que vous voyez ça aussi comme image ou analogie, c'est le principe d'épargne. Donc, lorsqu'on fait de l'entraînement, disons sous max, lorsqu'on va faire du seuil, de la capacité, de l'endurance aérobie, c'est comme un principe d'épargne. Donc, on vient mettre de l'argent. Donc, lorsqu'on vient faire de l'entraînement justement en endurance, on va venir mettre de l'argent en banque. OK? Parce que lorsque je vais venir faire mes entraînements de haute intensité, ce qu'on va venir faire, c'est des retraits. Donc, à chaque fois que vous faites une séance de PAM, une séance de lactique, je vais toujours venir enlever ce montant-là donc, qu'on a épargné. Donc, ce que je vois très fréquemment en saison, c'est que ben, on essaye de venir faire, surtout plus tard, on est tellement concentré à faire ce qu'on peut appeler le spécifique, donc faire de l'intensité, qu'on oublie les bénéfices euh, justement de venir faire notre épargne. Donc, donc de faire ceci, donc de venir renflouer les coffres. Donc après, on essaie de demander à nos athlètes de produire de la haute intensité répétée avec fatigue. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive lorsque votre compte en banque est vide? Ben là, vous devez vous rebâtir une structure. Puis là, ben, il va y avoir un paquet d'incidences au niveau physiologique. Donc, vraiment très, très important de ne pas oublier les bénéfices pour toute personne. Chaque personne va avoir un moteur différent. Donc, même, mettons, pour vos typiques sprinteurs, c'est important de mettre de l'argent en banque parce qu'à chaque fois que vous voulez faire de l'intensité, vous faites des retraits. Puis, ben, c'est très plus tard en saison. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois, s'il y en a qui ont des questions. De toute façon, merci de... Vas-y, vas-y. Oui, moi j'ai une question parce que j'ai de la misère avec moi. Je voulais avoir ton conseil quand tu as des entraînements seulement de 60 minutes, mettons, entre nageurs. Là, si on me dit pas 25, j'ai la moitié de ma séance de terminer, tu sais, comme de tacter. Fait que c'est sûr que là, on essaie de faire un équilibre de tout ça, mais je me demandais si tu avais des conseils par rapport à des fois c'est 60, des fois c'est même un peu moins tant qu'on commence et tout ça. Fait que quand on a des courtes séances d'entraînement, qu'est-ce qui est l'idéal? Mais ça dépend qu'est-ce qui. Tu sais, si mettons l'objectif, c'est vraiment juste de faire ça, même si ça ne rentre pas beaucoup de répétitions dans 60 minutes, c'est sûr que c'est de trouver. Tu sais, ça dépend de l'espace, ça dépend du contexte, combien tu as de personnes, as-tu des blocs, etc. Mais tu sais, j'essaierais de. Tu sais, si l'objectif, c'est de faire, disons, de la vitesse max, je prendrais le temps qu'il faut. Souvent, c'est ce qu'on oublie, c'est parce qu'on essaie de tellement de faire de choses en même temps. Fait que je prendrais le temps de le faire, clairement avec un bon échauffement. Puis, tu sais, s'il reste 25-30 minutes après, on travaille dans cette filière-là. En 25-30 minutes, on peut quand même faire 10 fois 25 sur, tu sais, mettons, si tu fais 8 fois 25 sur 3, ça marche, tu sais, les gens vont juste, mettons, tout avoir peut-être des départs un peu segmentés, ça peut venir fonctionner très, très bien. Là, après, c'est sûr, si tu veux faire beaucoup de cool-down, mais mettons, s'ils peuvent faire du cool-down en dehors de l'eau avec, tu sais, du vélo ou quoi que ce soit, je sais pas si c'est disponible, mais des fois, c'est d'être créatif à comment on veut venir, tu sais, Mhm. l'espèce de dénager, là, mais on peut venir le faire de d'autres manières aussi. Donc, c'est un peu comme ça que je le verrais, mais encore, on peut venir jouer avec nos ratios aussi, mais souvent, c'est qu'on essaie de faire tu sais, trop de choses en même temps. Fait que là, on veut venir dénager, puis ça nous prend 15 minutes à la fin, puis là, ben, c'est juste que là, finalement, ta séance, t'as un quart de séance qui dure 12 minutes, puis là, ben, ça n'a juste pas vraiment de sens. Donc, ouais. Oui, parce que souvent, on va combiner. Tu sais, on va faire un 4 fois 25, là, un 2 fois 100 poules long, puis là, on va repartir. Tu sais, on va faire, puis on va répéter cette série-là plusieurs fois. Ouais. Mais là, je me rends compte que c'est peut-être
pas tout le temps comme. Ça n'arrive pas à ce qu'on veut réellement. Ça les fait nager, oui, mais surtout là dans la partie plus, pas aérobique, mais la puissance maximale qu'on veut aller chercher, ben, là, c'est ça. Fait que, ben, c'est super intéressant, merci. Ça l'a éclairé certains. Il va y avoir des ajustements qui vont être faits éventuellement. Ouais, c'est vraiment, tu sais, puis je veux dire, je le vois, là, tu sais, ça fait 4 ans maintenant que j'étais avec plus la natation, mais c'est quelque chose qui, typiquement, traditionnellement, le repos fait autant peur aux coachs que les co-nageurs. Tu sais, quand Mhm. je suis arrivé avec mon groupe, là, les athlètes, là, j'étais comme, oh, mais ça va être, mettons, mettons, ça va être des 25 sur, des fois, 4 minutes, là, tu sais, puis ils sont comme, mais voyons, là, tu sais, c'est long, je suis comme, mais voici pourquoi, tu sais. Donc, clairement, il y a un volet éducationnel, surtout quand c'est nouveau, il faut vraiment qu'il y ait d'y croire puis de le vendre aussi, si on veut, donc de bien l'expliquer. Mais ça fait peur aux athlètes puis aux coachs juste parce que traditionnellement, c'est pas ce qui vous a été enseigné ou c'est pas comme ça que vous êtes fait coacher dans le temps ou quoi que ce soit. Donc, c'est des bases que des fois, il faut juste essayer d'émystifier ou de comprendre pourquoi on le fait. Puis là, des fois, on se rend compte qu'il y a des erreurs. Des fois, il y a des super bonnes choses qui découlent de l'entraînement par tradition, mais des fois, un petit peu moins. Merci. Donc, merci, Véronique, pour la question. Donc, je vais juste reprendre le partage, Simon, si ça ne te dérange pas. Ouais. Je vais prendre le PowerPoint. Donc, vous voyez mon écran aussi. Je vais juste mettre ça ici. Donc, pour deux choses, donc la partie de gauche, est-ce qu'on entraîne vraiment? C'est encore une fois le petit sondage, les mêmes questions qui sont posées par rapport au niveau de satisfaction. Donc, pour avoir aussi les points de développement professionnel pour les entraîneurs. Donc, je vous invite à scanner le code présentement avec votre appareil mobile, donc pour avoir accès aux informations. Mais encore une fois, un petit peu là, comme la question que Véronique vient de poser, ben, mercredi prochain, donc c'est la nouveauté de cette année, c'est-à-dire que mercredi suivant les conférences, on veut se regrouper les entraîneurs ensemble pour continuer la conversation, c'est-à-dire on vient de voir des concepts théoriques qu'on va pouvoir revoir, ça va être sur la chaîne YouTube. Puis ensuite, on va juste discuter ben, comment ça s'applique dans le pratique. Fait que les questions qui sont posées un peu, c'est bon, est-ce qu'il y a des principes clés que vous avez retenus? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous voyez? Donc, quel enjeu vous voyez dans l'application pratique? On échange sur les idées entre nous par rapport à ça. Fait que les conférenciers ne sont pas nécessairement présents, mais entre entraîneurs, on est capable de susciter un petit peu les points clés qu'on est capable de ressortir et de trouver des solutions ensemble sur comment justement ça peut s'adapter dans chacun votre contexte, votre réalité. Donc, je vous invite mercredi prochain, le 18 décembre, à continuer la conversation. Encore une fois, je m'excuse de le son. Merci, Simon. C'est toi qui as repris au bon l'enregistrement, j'imagine, pendant que je suis là, parce que, bon, comme je disais, pour ceux qui étaient pas là en début de conférence, je suis en direction présentement de la compétition à OGI à Toronto, donc à bord du train. Donc, connexion Internet un petit peu instable. Donc, merci d'avoir pris cette balle au bon et de voir un petit peu le son qui est alentour de moi. Mais c'est juste aussi pour vous inviter. Mais Simon va revenir au printemps prochain en fait, ça va être une série de conférences qu'on un peu cette individualisation-là, mais à quoi ça peut ressembler dans une progression annuelle, comment on peut individualiser ces différents sets-là. Puis on va le revoir aussi avec une petite touche physiologie là, au prochain congrès en septembre prochain, donc au prochain congrès de la natation. Donc, tout le monde va avoir remis ces bases-là en physiologie. Puis pour ceux qui écoutent présentement sur la chaîne YouTube, ben, bon visionnement. Merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde, merci.